dire à combien de reprises la Russie a interdit l'utilisation de la langue ukrainienne pendant des siècles. À partir du XVIIe siècle, il y a toute une chronologie qui existe. Quiconque peut aller vérifier ça sur Wikipédia s'il le souhaite. Donc arrêtez de dire que les Ukrainiens bombardaient le Donbass, etc. Le Donbass, c'est vous qui l'avez suscité et fomenté pour déstabiliser l'Ukraine. Vous vouliez déstabiliser tout le sud-est de l'Ukraine. Vous avez commencé par Luhansk et par Donetsk. Vous y avez réussi. Vous n'avez pas pu déstabiliser d'autres villes comme Odessa, comme Mariupol. Vous avez annexé la Crimée. Si vous n'étiez pas intervenu pour soutenir Donetsk et Luhansk, il n'y aurait jamais eu de soi-disant sécession en Ukraine, parce que ces questions se seraient réglées à l'intérieur de l'Ukraine de façon démocratique au sein d'un parlement élu. Nina Pashkatov, je ne vais pas vous demander de jouer l'arbitre dans des questions évidemment terriblement délicates et compliquées. Vous analysez comment ce qui vient d'être dit sur ce plateau, évidemment, et comme à chaque fois dans un conflit comme celui-là, on est face à un dialogue de sourds. Comment vous analysez, vous qui connaissez bien, encore une fois, cette région du monde? Et d'abord, je suis très contente qu'on ait M. Tolstoï, parce que je trouve très intéressant d'avoir quelqu'un qui nous reflète exactement l'état d'esprit. Oh, mais je vais la fermer justement. Putain. Tout à fait les mêmes Russes. Et de ce qui se tourne dans le petit. Je trouve très intéressant d'avoir quelqu'un qui nous reflète exactement l'état d'esprit et les arguments de ce qui se tourne dans le petit cercle. Quand il dit qu'il parle au nom des Russes, je serais très étonnée parce qu'alors on ne connaît pas tout à fait les mêmes Russes. Et je trouve que c'est, oui, je répète, c'est important parce que pendant trop longtemps, en Occident et notamment au niveau de l'Union européenne, on a choisi comme interlocuteurs des gens qui nous disaient ce qu'on avait envie d'entendre. Donc ils nous ont présenté, pour parler de la Russie, je ne parle pas de l'Ukraine, qui est pour laquelle je suis moins spécialisée, mais pour la Russie, on a toujours invité des gens qui étaient en fait des marginaux très sympathiques, mais qui n'avaient pas d'influence, qui n'étaient pas ce qu'on appelle une vraie opposition. Et donc on est passé à côté de toute une série de personnages qui avaient des opinions que peut-être on n'aime pas, mais qui reflétaient ce que la population pense. Et donc il y a eu une sorte, et je trouve qu'il est très représentatif de ce genre de personnes aussi. Je n'ai rien contre lui personnellement, mais ça nous montre comment toute une série d'intellectuels, de politiciens, de journalistes dans les milieux académiques très très forts, qui étaient auparavant très ouverts sur l'Europe, se sont très européens, étaient poussés à la coopération, espéraient même que la Russie rentrerait dans l'Union européenne. Combien ces gens se sont sentis dupés, et donc on ne va pas refaire l'histoire parce que c'est ridicule, mais on peut quand même retenir que peut-être nous devrions sélectionner nos interlocuteurs moins en fonction de ce qu'on attend, de ce qu'on peut recevoir et en tirer comme analyse sur la situation. Je voyais que tout le monde approuvait vos propos ici sur ce plateau, mais il s'est passé quelque chose aussi de très important et que l'histoire retiendra sans doute aussi aujourd'hui. C'est ce qui s'est passé à New York aux Nations Unies. Nous allons y rejoindre immédiatement Karine Oten avec ce vote qui est intervenu, un vote très massif pour condamner ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Avec donc finalement encore ce vote, c'est une pression internationale qui s'accentue encore un petit peu plus et finalement une unité internationale qui semble encore un peu plus forte aujourd'hui. Oui, 141 pays parmi les 193 membres ont voté pour, 35 abstentions et seulement 4 pays se sont rangés du côté de la Russie. Il s'agit de la Biélorussie, de l'Érythrée, de la Corée du Nord et de la Syrie. Donc vraiment, par ce vote aujourd'hui, la communauté internationale, si vous voulez, a fait entrer la Russie au club des parias. Alors, club des parias, avec cela dit quelques pays aussi qui n'ont pas emboîté le pas, et c'était pas vraiment une surprise. Non, c'était pas vraiment une surprise. Une grande partie des pays qui se sont abstenus sont des pays africains, notamment, par exemple. Ce sont des pays dans lesquels la Russie agit comme proxy pour eux à l'ONU, si vous voulez, au Conseil de sécurité. Souvent, c'est elle qui fait peser les votes du Conseil de sécurité en faveur de ses partenaires. On parle du Mali, de la Centrafrique, par exemple, qui sont aussi des pays dans lesquels, sans surprise, on retrouve notamment très souvent les mercenaires russes de la compagnie Wagner. Donc, si vous voulez, ça c'était sans surprise, ce qui était, je pense,
cette espèce d'élan à la fin du vote où on a vu ces ambassadeurs se lever et applaudir à tout rompre, ils étaient quand même très contents de voir que 141 pays se soient rangés pour l'unification de la paix. Un grand merci à vous, Karine Otten, d'être venue nous expliquer tout cela en direct depuis le siège des Nations Unies à New York. Rapide tour de table, des avis par rapport à cette journée importante, ce vote important, si vous le voulez bien. C'est un vote, il est symbolique, il est fort. Est-ce qu'il est de nature à changer quoi que ce soit? Moi, je pense en tout cas, le club des abstentionnistes va peut-être nous fournir la clé. J'imagine, par exemple, que la Chine observe la situation avec un assez grand embarras. Il ne faut pas s'imaginer qu'il y ait une identité de vue parfaite entre Pékin et Moscou. Je ne pense pas que ce soit le cas. Et donc, je peux imaginer que s'il faut à un moment siffler la fin de la récréation, un pays comme la Chine peut jouer un rôle important. Et je voudrais dire que c'est peut-être l'occasion d'éviter, je pense que par son action agressive, Vladimir Poutine essaye de reconstituer une forme de guerre froide, mais il faut bien reconnaître que d'autres en Occident veulent ça aussi. Et je pense que le rôle de l'Union européenne là-dedans doit être d'éviter la reconstitution de deux blocs antagonistes, alors cette fois-ci où le leadership du bloc, je vais dire pas occidental pour le dire comme ça, serait la Chine. Je pense que retrouver un antagonisme permanent et presque imperméable entre deux blocs n'est pas bon pour l'avenir de la planète. Ceci étant, il faut nommer un chat un chat. Ici, il y a un agresseur et un agressé. Marc Botenga, sur cette résolution-là, sur ce qui s'est passé aujourd'hui à New York, vous auriez appuyé sur quel bouton? J'ai pas lu la résolution vient de sortir, donc je n'ai pas lu ce que j'ai pu voir hier en diagonale, c'est qu'elle était bien meilleure que la résolution que nous avons votée au Parlement européen. Donc il y a des appels clairs à la diplomatie, une condamnation claire d'abord de cette agression de la Russie, donc ça me semble très importante, fondamentale, pour ensuite arriver vers des solutions sur l'organisation de la sécurité et la coopération en Europe, l'ONU, des négociations, effectivement, donc ça me semble très très important. Après, il y a effectivement des grands pays qui se sont abstenus, donc il y a la Chine, il y a aussi l'Inde, je pense, si je me trompe, l'Afrique du Sud, donc c'est des grands pays, des pays importants, et je pense que ces pays-là pourraient aider à faire d'intermédiaires, soutenir un processus diplomatique. Et moi, je regretterais que ça soit pas l'Union européenne, justement, à prendre ce rôle, et je le vois pas pour l'instant, donc ça, je regrette un peu. Vous m'aviez dit en préparant cette émission que vous aviez été surpris par le nombre très important, très élevé de pays qui ont voté justement cette résolution aujourd'hui. C'est un signal fort qui est donné. Ce sont les 3/4 quand même des États membres de l'Organisation des Nations Unies. Beaucoup de nos auditeurs ou téléspectateurs ne savent pas ce qui s'est dit aujourd'hui dans cette résolution. Je me permettrai de citer 2 ou 3 éléments très courts. Donc, on exige que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine. On réclame à Moscou qu'il retire immédiatement, complètement et sans condition toutes ses forces militaires. Et on condamne la décision de la Russie d'accentuer la mise en alerte de ses forces nucléaires. Je crois que le message est très clair. C'est important pour la Russie d'entendre ce message. C'est important pour l'Ukraine aussi de voir, pour ceux qui sont en Ukraine et qui défendent leur sol, d'entendre que l'ONU aussi prend ce type de décision. C'est un effet déclaratoire, mais important. Ça peut changer quelque chose, vous pensez? J'allais juste dire, surprise, je suis d'accord avec quelque chose que vient de dire M. Botenga. Les abstentions sont remarquables. On cite les pays, la Chine, l'Inde, effectivement, l'Afrique du Sud. Elles sont surtout impressionnantes en termes de population. 3 pays, mais combien de milliards de citoyens, effectivement. Et donc, c'est peut-être là que se situe l'espace possible un espace possible de négociation et d'influence. On l'espère en tous les cas. Pour le reste, je ne suis évidemment pas d'accord avec la tonalité générale. Je pense, comme Philippe Lambert, qu'à un moment donné, sur ce type de vote extrêmement important, comme l'était le nôtre hier, où l'on se compte, où d'un côté, il y a l'agresseur, de l'autre, l'agressé, d'un côté, il y a la loi internationale, de l'autre, il y a l'invasion. On doit être du bon côté de l'histoire et c'est une union sacrée qu'on doit réussir à forcer. Piotr Tolstoï avait dit quelques jours avant le début du conflit dans une interview à Thomas Gadisseux que finalement les sanctions internationales, la Russie, et je caricature à peine vos propos, mais que la Russie s'en foutait un tout petit peu. Est-ce qu'aujourd'hui ce qui s'est passé à l'ONU, ça change la donne aujourd'hui, monsieur Tolstoï, ou absolument pas? À mon avis, c'est important d'analyser ce vote en regardant les pays qui se sont abstenus ou qui ont voté contre.
alors c'est non seulement la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, mais aussi tous les pays de l'ex-URSS. Et à mon avis, c'est important de quand même comparer le nombre d'habitants de ce pays. Donc de ça, il faut penser aussi quand on dit qu'un petit morceau d'un autre continent qui s'appelle l'Union européenne peut prétendre d'être dans ce conflit une partie. Voilà. Est-ce qu'il y a quand même une prise de conscience, pardon d'insister, mais c'est important, est-ce qu'il y a quand même une prise de conscience aujourd'hui qu'il y a une vraie réaction de la communauté internationale et qui vous lance un signal disant attention, nous estimons nous qu'il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Est-ce que la Russie va en tenir compte ou est-ce que la Russie, comme les sanctions dont vous avez dit vous foutre, pour reprendre vos mots chez Thomas Gadissou il y a quelques jours, est-ce que vous allez continuer à vous en foutre ou est-ce que vous dites non, là c'est vrai qu'il y a un signal dont on doit tenir compte? À mon avis, déjà, parler à la Russie avec la langue des sanctions et essayer de donner des leçons à mon pays, le temps est déjà passé. Donc, les derniers 30 ans, on a tâché, mais finalement, je crois que la situation va changer très vite. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, la situation va changer très vite? Vous voyez qu'il y a une abstention, donc vous le traitez comme l'espace pour les intermédiaires, et moi je le traite comme les pays ne sont pas du tout d'accord avec l'approche occidentale vers ce conflit. Ce conflit est commencé en 2014 quand l'Europe a commis une erreur majeure en reconnaissant le coup d'État en Ukraine. Et à partir de là, c'est l'Europe qui est une révolution pro-européenne de ce conflit. Quand vous dites les choses vont changer très vite, pour que les mots soient clairs, brièvement là-dessus, ça veut dire quoi, les choses vont changer très vite? Sur la même chose? À mon avis, vous allez voir en regardant la télé, comme vos téléspectateurs. Ah, mais là, on pourra croire ce qu'on voit. Tout à fait, mais les choses vont se passer assez vite, donc le temps qu'on discute là maintenant, déjà l'opération militaire pour dénazification de l'Ukraine avance. Dénazification de l'Ukraine. Oui, intolérable, c'est intolérable ce qu'on entend ici. Vous parlez de dénazification de l'Ukraine. Quand l'Allemagne a décidé qu'elle allait augmenter son budget, vous dites qu'elle n'a pas été assez dénazifiée, mais vous êtes complètement à côté de la plaque, je suis désolé. Mais c'est un discours qui ne tient pas compte de la réalité. Vous parlez d'un coup d'État en Ukraine? Non. Il y a eu une manifestation sur le Maïdan qui a forcé M. Yanukovych, qui volait un rêve d'Europe aux jeunes étudiants qu'il amassait sur le Maïdan, et il s'est enfui. Le Parlement a convoqué des élections, il y a eu des élections libres qui ont donné 73% au président en poste aujourd'hui. Et ne dites pas que c'est un néo-nazi, il est d'origine juive, et je ne pense pas que ce soit un néo-nazi. Faites-moi confiance. Beaucoup de téléspectateurs nous ont aussi contactés dans le cadre de cette émission pour demander si, et évidemment, on ne va pas tout régler ici, je le répète, mais si une voie diplomatique vous semblait encore envisageable, possible, pour mettre fin, et c'est assez contraire à ce qu'on vient d'entendre ici, quand on entend dire que des choses peuvent se passer très très vite. Vous dites que la diplomatie peut encore faire des miracles ou que là, il faut très clairement se dire qu'on n'y arrivera pas. Écoutez, vous avez dit, je crois tout à l'heure, où quelqu'un a dit de toute façon, tous les conflits se terminent par la diplomatie. C'est pas tout à fait vrai. Si vous regardez la Deuxième Guerre mondiale, ça s'est terminé par des capitulations sans condition. D'accord? Je ne pense pas qu'il est souhaitable qu'on en arrive là. D'accord? Donc, il faudra en effet arriver à une solution négociée. Il est évident que les citoyens de la Russie ont le droit de vivre dans un pays qui est en sécurité. Il n'y a pas de raison de penser que eux moins que les autres, mais aussi eux plus que les autres, aient des droits. Mais en tout cas, je pense que tous les êtres humains ont le droit de vivre une vie dans la dignité, et la sécurité fait partie de la dignité. Et vice-versa, exactement. Mais ce que je trouve choquant, au stade où on en est, je trouve choquant d'entendre M. Tolstoï dire « Mais qu'est-ce que c'est que cette Union européenne qui veut nous faire la leçon et qui se permet de faire des sanctions pour influer sur notre comportement ?» Qu'est-ce que la Russie fait pour le moment? C'est pas des sanctions, c'est une invasion militaire. Et si ça, c'est pas une manière coercitive d'obtenir des résultats, alors dites-moi ce que c'est. Et je pense en effet que la réponse de l'Union européenne est mesurée. J'ai pas dit modérée, j'ai dit mesurée. Et elle va au-delà de ce qui est possible de faire sans enclencher l'engrenage fatal. Elle va pas au-delà, elle va en deçà. Nous voulons en réalité, et l'objectif est clair, et il ne faut pas avoir fait beaucoup d'études pour le comprendre, nous voulons rendre le coût de l'opération pour la Russie à un moment tellement intolérable et conflit. C'est une combinaison de choses, c'est la résistance
de l'Ukraine face à l'envahisseur, mais c'est aussi le coût économique des sanctions qui sont imposées, qui peut à un moment, nous l'espérons, ramener la Russie à la table de négociation. Et à nouveau, si la Russie a des attentes qu'elle les exprime, et je voudrais quand même rappeler que M. Tolstoï dit qu'on a ri de ces Je revendications. précisais que j'avais entendu personne qui avait ri en Europe. Non, moi non plus. Mais les revendications de la Russie consistaient en réalité à faire un peu comme à Yalta, considérer qu'une série d'États, dont certains États membres de l'Union européenne, n'avaient plus de souveraineté et que, par-dessus leur tête, la Russie, les États-Unis devaient décider qui pouvait faire quoi. Et ça, évidemment, c'est incompatible avec la On démocratie. va rendre la parole aux citoyens qui nous regardent. Si vous voulez bien, Daniel Daube, bonsoir. Vous nous regardez depuis chez vous, tranquillement. Le débat a beaucoup évolué. Tiens, petite question. Vous qui le suivez très attentivement, monsieur Daube, est-ce que vous avez l'impression qu'une voie diplomatique peut encore permettre d'éviter des choses encore plus dramatiques que celles qu'on vit ce soir? J'ai vraiment là l'idée que c'est une des seules solutions. Quand je vois. On peut y arriver encore ou pas? Il faudra qu'on y arrive. Pardon? Est-ce que vous pensez qu'on peut y arriver? Vous dites que c'est la seule solution, mais est-ce qu'on peut y arriver à cette solution diplomatique? Je crois que oui. Je crois que oui. Il faut de la bonne volonté de tous les côtés. Maintenant, et c'est là que j'aurais bien voulu questionner M. Tolstoï, c'est ce qui m'inquiète le plus, c'est sur la menace nucléaire brandie par M. Poutine et son état-major. Est-ce que ça ne va pas à contresens, justement, de la guerre qui mène en Ukraine? Alors, on a déjà parlé du nucléaire, monsieur Daube. Je vais devoir vous interrompre parce qu'on n'a pas rebobiné le débat. Si vous avez été très attentif, je ne doute pas que vous l'avez été, ou vous avez été un tout petit peu distrait, mais on a répondu déjà et on a terminé ce chapitre nucléaire depuis un bon moment maintenant. Qu'est-ce qu'on répond à celles et ceux qui disent que la diplomatie peut encore faire des miracles dans un dossier comme celui-là? Moi, je reprendrai, je ne sais pas si vous me posiez la parole, la question, moi, je reprendrai l'expression de tout à l'heure, it takes two to tango. Et pour négocier, il faut deux parties au moins, en tous les cas, plus les parrains, les facilitateurs. Et je rejoins Nina Bashkatov, c'est formidablement intéressant, au-delà du fait que c'est formidablement choquant, c'est formidablement intéressant, et je le remercie pour moi d'avoir M. Tolstoï présent ce soir, parce que à part quelques micro-trottoirs organisés de ci, de là, où on se rend bien compte qu'il n'y a pas que les opposants historiques et que les tweets de Navalny et les tweets de Kasparov que je lis beaucoup et d'autres, il y a aussi cette opinion extrêmement libérée de M. Tolstoï, qu'il est intéressant, qu'il est assez rare d'entendre tel quel. Donc, en ce sens, c'est enrichissant, éclairant pour nous. Et je ne pense pas que dans ce que dit M. Tolstoï ce soir, il n'y ait ni la place ni la nécessité pour négocier. M. Tolstoï nous annonce de but en blanc ce qui sera dans 3 semaines, sans espace, me semble-t-il, de négociation. Donc, moi, je veux y croire de toute mon âme, de toutes mes forces. Pour négocier, il faut des propositions, il faut des partis qui s'apprêtent à éventuellement, certes pour l'une, lâcher quelque chose. Enfin, bon, voilà, pour négocier, on doit être deux. Les propositions russes sont connues, c'est mettre l'Ukraine sous tutelle, voilà, donc il n'y a pas. et c'est refaire des anciens pays du pacte de Varsovie, les États en fait neutralisés. Je pense que nous devons négocier, et une fois n'est pas coutume, c'est quelqu'un du PTB qui va citer Nicolas Sarkozy, qui, après un entretien avec Macron, a dit on a le choix, soit des négociations, la voie diplomatique, soit la guerre totale. Or, personne ne veut la guerre totale, et donc nous devons négocier. Or, ces négociations, effectivement, nous devons avoir des principes clairs, et vouloir discuter de tout. Je trouve que, par exemple, il faut être clair sur la souveraineté, l'intégrité territoriale de l'Ukraine, d'une part. D'autre part, effectivement, nous devons discuter sur comment est-ce qu'on va organiser la paix et la sécurité collectivement en Europe. Je pense que c'est important. Il y a une organisation. L'organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, elle existe. Elle a ses racines dans un processus de Helsinki en 75, Charte de Paris 90. Donc, on peut réfléchir à une architecture commune en Europe, mais pour cela, il est vrai, il faut négocier. Et ce qui m'encourage beaucoup, et je vais clôturer là-dessus, c'est qu'il y a des négociations entre Russes et Ukrainiens, parce que j'entends bien que vous dites que c'est pas évident, évidemment, mais heureusement qu'il y a encore ces négociations-là. Oui, mais personne n'a vraiment l'air d'y croire à ces négociations. Et que Emmanuel Macron arrive encore à appeler effectivement le président russe pour avoir Quand on écoute ses comptes rendus, c'est pas vraiment une négociation. Quand Macron raconte son coup de fil avec Poutine, c'est pas vraiment une négociation, c'est plutôt un monologue, je pense. Mais je trouve ça un peu choquant d'entendre il faudrait une architecture de paix en Europe. Je voudrais quand même rappeler à Marc Botenga que jusqu'à l'agression russe,
on avait la paix en Europe, à part dans des conflits gelés en Géorgie, en Moldavie, en Ukraine, nourris par la Russie. Désolé. Et donc, la Yougoslavie aussi, je veux dire, il y a eu des guerres quand même en Europe et à l'extérieur. Bien sûr. Moi, Il y a aussi une guerre en Irlande du Nord. Aussi en Yougoslavie, aussi en Irlande de l'Ouest, tout à l'ouest. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'au fur et à mesure, les dernières années, nous avons détricoté une partie des garanties que nous avions. Nous savons que la Russie, par exemple, s'est retirée d'un traité sur la limitation des forces conventionnelles. Nous savons que les États-Unis se sont retirés de 2-3 traités de désarmement aussi. Donc, nous devons construire cette vision. C'est fondamental. On vous écoute, Monsieur Botenga, je vous écoute, je vous entends. Vous avez parlé de négociations et de Sarkozy. Sarkozy est allé négocier et utiliser la voie diplomatique en Géorgie. Quel résultat ça a donné? L'Abkhazie et l'Ossétie sont toujours sous occupation de la Russie. Grand résultat, n'est-ce pas? Félicitations. Je vais rouvrir une parenthèse qui est celle des questions très concrètes de nos téléspectateurs, si vous voulez bien. Ne refaisons pas à l'histoire des traités. Honnêtement, ça nous occuperait pendant des jours et des jours. Revenons donc aux questions très concrètes qui sont posées, parfois très basiques, je vous l'accorde. Et c'est vrai que parfois on se demande si tout ça n'est pas un tout petit peu égoïste. Il y a beaucoup de questions qui nous arrivent, qui tiennent compte évidemment de la situation en Ukraine, mais qui disent et nous, Belgique, sommes-nous une cible potentielle? On ne va pas débattre de ça. Simplement peut-être prendre l'avis d'un expert, celui de Nicolas Gosset. On a reçu 2 types de questions. Est-ce qu'aujourd'hui la Belgique est un pays qui doit craindre pour sa sécurité territoriale, et peut-être qu'on peut revenir à la question effectivement d'une attaque nucléaire sur la Belgique, même si les experts très majoritairement l'excluent. Mais on nous parle surtout d'un risque d'une cyberattaque venant de la Russie. On ne va pas en débattre très longtemps, juste votre avis. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui doit être pris très au sérieux ce soir ou pas? Oui, effectivement, c'est un enjeu majeur. D'ailleurs, le président Medvedev, dans les tweets dont vous parlez, les réactions sur Contact, il a dit la Russie va réagir de 2 manières aux sanctions européennes, de manière symétrique, prendre des sanctions, mais n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre de toute manière, et de manière asymétrique. Quand la Russie parle de l'asymétrie de sa réaction, elle fait appel à tout le référentiel de la guerre sous le seuil, donc c'est évidemment les cyberattaques, la guerre d'influence. D'ailleurs, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Dès que le Japon a rallié le corpus des sanctions européennes, on a vu des grandes compagnies japonaises, Toyota, qui ont été l'objet de cyberattaques. Voilà, donc ça c'est véritablement quelque chose qui pèse sur nos sociétés de manière particulièrement critique et où véritablement il y a eu un sursaut ces dernières années, mais pour lequel il reste malheureusement énormément de travail. On ne réalise pas à quel point, ou pas assez vite et pas assez fort, à quel point nos sociétés sont vulnérables à ce type d'initiative. Piotr Tolstoï, finalement c'est à vous que je dois poser la question. Est-ce que la Belgique a raison de craindre pour sa sécurité, 1, territoriale, mais 2, et plus vraisemblablement, est-ce qu'elle doit craindre d'une cyberattaque de la Russie? Tous les échos ici que nous recevons nous disent qu'il va se passer quelque chose, ne serait-ce que parce que la Belgique abrite le siège de nombreuses organisations internationales. L'OTAN et l'Union européenne. Vous savez, le problème avec l'Occident et l'Europe aujourd'hui, c'est que vous vous appuyez sur les rumeurs, sur les réseaux sociaux. Les experts, ils parlent par exemple des cyberattaques contre Toyota sans avoir les preuves. Donc il faut avoir les faits. La Russie n'a jamais attaqué personne et évidemment la Russie ne va pas attaquer Belgique. Soyez tranquille, c'est le plus grand pays du monde qui veut que la paix sur le continent. Ce ne sont que des rumeurs, alors des cyberattaques russes qui tenteraient de venir pirater des sites internet d'organismes internationaux. Vous dites ce soir ça n'arrivera jamais? Mais le problème, c'est que déjà, accuser la Russie à avoir les tentatives de cyberattaque, pour ça, il faut avoir les preuves. D'après ce que je sais, en Europe, les preuves n'existent pas. On s'appuie sur l'opinion publique et sur les réseaux sociaux, comme a dit Madame Reiss. Donc, à mon avis, c'est une question théorique. Question fondamentale sur le plan humain de tout ceci, parce que c'est un chapitre évidemment que l'on doit mener. Il y a aujourd'hui plus de 860 000, je crois, Ukrainiens qui ont quitté le pays, qui trouvent refuge ailleurs. Ce sont des images évidemment qui sont très très dures, des gens qui sont obligés de tout quitter. Vous êtes sensible à ça, j'ose l'espérer. Voir des gens obligés de tout quitter parce qu'il y a des bombes, parce qu'il y a des tirs, parce qu'il y a des militaires. Est-ce que c'est bien normal en 2022 tout ça?
C'est pas du tout normal, mais je vous rappelle que depuis 2014, 1 500 000 Ukrainiens ont quitté les régions de l'Est de l'Ukraine qui ont été bombardées par l'armée ukrainienne. Donc on est sensible pour tous les Ukrainiens, ceux qui partent en Europe, mais aussi ceux qui partent en Russie. Ces dernières semaines, on a C'est une 200 migration réfugiés, interne, le 200 million 000. 500 000. Zenon Koval, plus de 800 000 personnes, j'ai dit, ont quitté l'Ukraine. Vous pensez qu'aujourd'hui, il y en aura beaucoup d'autres? Il peut en avoir beaucoup plus. Ce qu'évoquait monsieur Tolstoï, c'est une migration interne en Ukraine. Depuis 2014, 1 500 000 personnes ont bougé à l'interne en Ukraine. D'autres ont émigré, mais pas 1 500 000. D'autres sont restés dans la région du Donbass et ont quitté cette région. 1 500 000. Oh, ça fait beaucoup. La Russie a distribué des passeports russes aux habitants du Donbass.